Comme d'habitude, rebonjour. Alors, structure et diversité des antigènes. Les antigènes, d'abord, les principaux immunogènes ou antigènes, les principaux antigènes qui sont très immunogènes, ce sont les protéines. Donc les protéines très antigéniques et très immunogéniques. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement reconnu par les cellules et les effecteurs de la réponse immune, mais c'est capable d'induire une réponse immune. Et ces protéines sont la majorité des antigènes naturels. C'est à la fois la cible de l'immunité et c'est inducteur de l'immunité, que ce soit l'immunité à médiation cellulaire ou l'immunité à médiation humorale. Alors, grande variété de structures, bien entendu, et dans ces antigènes protéiques, on distingue en fait, par exemple, les xéno-antigènes, qui sont des structures qui vont être reconnues comme distinctes par des espèces différentes. Et à côté de ça, vous avez ce que vous connaissez déjà, les allo-antigènes, qui sont des structures reconnues comme distinctes, cette fois-ci entre des groupes d'individus d'une même espèce. Donc ça, ce sont des généralités sur les antigènes protéiques. Autres antigènes qui sont très importants, là ils font la couverture de Science, ce sont en fait les chaînes sucrées qui sont le deuxième groupe d'antigènes naturels. Ce sont des molécules qui sont également à la fois non seulement antigéniques mais immunogéniques, capables d'induire une réponse immune, en particulier une immunité cette fois-ci à médiation humorale, parce que beaucoup de ces antigènes sont par exemple des polyosides des bactéries qui sont à la surface de la bactérie. Donc à partir du moment où c'est à la surface, ça peut être atteint par des anticorps, ça peut être la cible d'anticorps, les anticorps étant incapables d'avoir des cibles qui sont intracellulaires. On le reverra ça. Donc polysaccharides et oligosaccharides, deuxième groupe d'antigènes naturels. Vous en avez des exemples, hein, en dehors des bactéries. Polyosides des groupes sanguins, polyosides des bactéries. Si je vais trop vite aussi, vous me le dites par moment. Ici, vous avez le troisième groupe qui est extrêmement important aussi. Ce sont les lipides et les glycolipides. Vous vous souvenez tout de même que les membranes cellulaires ont une bicouche lipidique. Et quand vous regardez une membrane cellulaire, finalement, vous avez énormément de lipides et vous avez au milieu de ces lipides des protéines qui sont enchâssées. Mais les lipides, c'est tout de même des molécules importantes. Cette fois-ci, elles suscitent, elles, surtout une immunité à médiation cellulaire. Et puis, vous avez un autre groupe. Ah, j'avais une belle photo ici. Joli ça. Une belle photo de la bicouche lipidique. Vous l'avez là. Bicouche lipidique des membranes cellulaires. Autre molécule qui est importante comme antigène, ce sont les acides nucléiques. Ça, c'est assez fortement antigénique parce que vous verrez que lorsque vous avez des pathologies, des maladies auto-immunes, vous retrouvez un certain nombre d'auto-anticorps dirigés contre des acides nucléiques. Donc c'est antigénique. Ça devrait être, en théorie, faiblement immunogénique, mais ça l'est tout de même, puisque vous arrivez à trouver, chez chacun d'entre nous, quasiment, des auto-anticorps anti-acides nucléiques
Chez certains, ça ne va fort heureusement provoquer aucun trouble. Chez d'autres, ça fera des maladies auto-immunes. Donc, on sait que les antigènes, ça peut être à peu près n'importe quelle structure. C'est joli, ça, ce qui est en train de passer, non? Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez les antigènes T dépendants et T indépendants. Alors, les antigènes T dépendants, ça veut dire qu'ils doivent être reconnus à la fois par les lymphocytes T dépendants, et par les lymphocytes B pour induire une réponse humorale. Et la plupart des protéines appartiennent tout de même à ce groupe des antigènes T dépendants. Donc comment on va illustrer ça? Pour que vous ayez notamment la production d'anticorps, ce qu'on a déjà vu, il faut que votre antigène, en fait, et ça vous voyez, quelque chose d'important, vous allez le revoir, on va aller jusqu'au bout. Vous voyez, votre antigène, il est attrapé par une cellule présentatrice d'antigène qui représente, ça on va beaucoup en parler, qui présente à la surface de la cellule, ici, simplement une petite partie de l'antigène. Cet antigène, il est apprêté, on ne va pas dire digéré, hein. Le bon terme en anglais c'est processé, mais process ce n'est pas un terme français, le terme français c'est apprêté. Donc l'antigène, il est capturé par une cellule présentatrice d'antigène, il est apprêté, il y a une petite partie de l'antigène qui est présentée à des lymphocytes T. Le lymphocyte T, à ce moment-là, va pouvoir apporter son aide, c'est un T auxiliaire, T helper. Donc il est là pour apporter son aide à un lymphocyte B. Ce lymphocyte B, qui a l'immunoglobuline de surface, qui reconnaît cette fois-ci un épitope B, va être capable de faire des anticorps. Mais cette réponse, cet antigène ici, qui a donné lieu à la production d'anticorps, c'est bien un antigène T dépendant, parce que ce même antigène, c'est le même au début et à la fin, hein. Ce même antigène, s'il ne portait pas des épitopes T, si ces épitopes T n'avaient pas été présentés à un lymphocyte T, voilà l'épitope T là, on le retrouve, il est marron, il est ici. S'il n'avait pas été présenté au lymphocyte T, le lymphocyte T n'aurait pas donné son aide au lymphocyte B et vous n'auriez pas eu de réponse contre cet antigène. D'accord? Donc typiquement, antigène T dépendant. Ça, c'est un schéma qui est bien. Pourquoi, en fait, cet antigène est T dépendant? C'est parce que vous vous souvenez d'une chose que j'avais dit tout à fait au début, c'est qu'à chaque fois pour activer une cellule, que ce soit un T d'ailleurs ou que ce soit un B, il lui faut deux signaux. Or, ce lymphocyte B ici, lorsqu'il y a l'antigène qui vient se coller sur l'immunoglobine de surface, ça fait un seul signal. S'il ne reçoit pas un second signal du lymphocyte T, il ne pourra pas se transformer en plasmocyte. Alors, le fait qu'il faille deux signaux, ça explique que vous avez également quelques antigènes. Ici, vous avez tout. Tiens, il se continuait ce schéma. Voilà. Vous retrouvez ici tout ce qu'on avait défini, hein, aptène porteur, l'épitope T, l'épitope B, tout est là. C'est toujours les mêmes sigles. Épitope B, je suis en rouge. Épitope T, je suis ici en marron. Bien. Alors, antigène T indépendant, il y a quelques antigènes qui peuvent stimuler les lymphocytes B pour produire des anticorps sans l'aide des lymphocytes T. Alors ça, ce sont en général, ces antigènes T indépendants, en fait des très grosses molécules polymérisées avec des épitopes et les mêmes épitopes qui sont répétés. Ici, vous avez une structure pour laquelle vous avez les mêmes épitopes qui sont répétés.
Et le lymphocyte B, dont je venais de vous dire qu'il lui fallait 2 signaux pour que finalement il se transforme en plasmocyte et produise des anticorps. Un de ces signaux, ça vient de la liaison d'un épitope B à l'immunoglobuline de surface, et l'autre signal, je viens de vous dire qu'il doit venir théoriquement du lymphocyte T. Ici, en fait, il y a tellement d'épitopes B qui sont répétés qu'à force de se lier tous ces épitopes B qui sont toujours les mêmes sur le même lymphocyte, ça finit par faire suffisamment de signal pour que ce lymphocyte se réveille. Donc c'est ça, les antigènes T-indépendants. Alors, antigène T-dépendant, T-indépendant. Maintenant, on va passer à l'immunogénicité d'un antigène. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, un antigène va être immunogène et va induire une réponse immune? Alors, première chose, c'est la contribution de l'antigène. L'antigène, pour être un immunogène, ça va dépendre, on va voir, de sa taille, ça va dépendre du fait qu'il va être étranger à l'organisme, ça va dépendre de sa complexité, et ça va dépendre du fait qu'il va exprimer des signaux de danger ou pas. Alors, forme physique, taille et composition chimique, les meilleurs immunogènes, c'est souvent ceux qui ont des masses moléculaires d'environ 100 000 Dalton. Si c'est plus petit, tout de même, ça va être difficilement immunogène. Il faut que ça soit sur le plan chimique assez complexe. Plus c'est complexe, plus ça sera immunogène. Les antigènes qui sont sous forme de particules, c'est plus immunogène que les antigènes qui sont solubilisés. Si la molécule n'est pas une molécule du soi, bien entendu, ça sera plus immunogène. Cela dit, il y a des molécules du soi qui, encore une fois, sont immunogènes. Alors, le fait que l'antigène, vous avez bien vu tout à l'heure, je vous ai parlé de processing, je vous ai parlé en français d'apprêtement. Vous avez bien vu qu'il faut que cet antigène soit en quelque sorte apprêté, digéré par les cellules présentatrices d'antigènes. On a besoin que ces cellules présentatrices d'antigènes présentent à leur surface un petit peptide, un épitope T. Ils vont présenter ça au lymphocyte T, mais il faut donc que cet apprêtage, ce processing, se fasse correctement dans la cellule présentatrice d'antigènes. Or, il y a des antigènes qui sont plus ou moins faciles à digérer, à apprêter. Plus un antigène sera facile à être processé, à être apprêté dans la cellule présentatrice d'antigènes, plus il sera immunogène. Autre chose dont on reparlera beaucoup, c'est effectivement la présence de signaux de danger qui va permettre de distinguer le non-soi pathogène du non-soi non pathogène. Sur mes notes, je mets permettre de distinguer le non-soi pathogène du non-soi pathogène. C'est pas bien. Donc, je corrige. Donc, les signaux de danger qui permettent de distinguer le non-soi non pathogène. Vous vous souvenez ce que vous avez vu tout à fait au début quand je vous montrais des aliments? Une carotte, ça peut être un non-soi non pathogène. Du non-soi pathogène, ce n'est pas la même chose. Donc, contribution de l'antigène, c'est rappelé là. Caractère étranger, tout ce que je viens de vous dire. Sensibilité à la présentation de l'antigène, l'apprêtement antigénique. Alors, ici, on a répété ça, vous revoyez exactement le même schéma. Très bien. Ensuite, signaux de danger, ça j'en ai parlé. Derrière l'antigène, qui est un facteur essentiel pour l'immunogénicité, il y a autre chose, il y a bien entendu
l'hôte, il y a des facteurs génétiques dont on va beaucoup parler qui font que l'immunogénicité d'un antigène peut varier d'une espèce à l'autre. On a parlé tout à l'heure des xénoantigènes et d'un individu à l'autre. Pourquoi, en fait, l'immunogénicité d'un antigène varie d'un individu à l'autre? On va le voir ici, d'un individu à l'autre, parce que vous avez des gènes qui vous codent pour les récepteurs de l'antigène et vous avez des gènes qui vous codent pour, en fait, ces molécules présentatrices d'une partie de l'antigène. Ici, ces molécules présentatrices d'une partie de l'antigène sur les cellules présentatrices d'antigène. Vous avez des gènes qui codent pour ces molécules-là, comme vous avez des gènes qui codent pour les différents récepteurs. En particulier, en fonction des gènes qui codent pour les molécules qu'on appelle du complexe majeur d'histocompatibilité, qui sont à la surface des cellules présentatrices d'antigènes, en fonction de ces gènes, vous aurez à votre surface ici différentes molécules présentatrices, ce qui fait qu'en fonction de vos gènes, ça veut dire qu'en fonction de vos individus, vous serez capable ou pas capable de présenter en fait un antigène donné. Je pense que je vais l'illustrer là. Il y a l'âge aussi qui rentre effectivement dans la contribution de l'hôte. L'état du système immunitaire qui rentre dans la contribution de l'hôte. Si vous avez une immunodéficience, c'est bien évident que même si vous avez des antigènes forts, très immunogènes, qui sont censés stimuler votre système immunitaire, si vous êtes immunodéficient, ça ne va pas énormément susciter de réponse immune. Donc on voit bien qu'à côté de la structure de l'antigène lui-même, il y a un certain nombre de facteurs qui dépendent entièrement de l'hôte. Celui sur lequel on a insisté, et ce qui va faire l'objet d'un cours entier, ce sont les gènes qui codent pour le CMH. On verra comment ça influe sur la présentation de l'antigène. Alors, une chose importante, là je vous dis tout de suite, il y a 2 fois la lettre Q sur mes notes. Pourquoi? Il y a la contribution de l'administration. Contribution de l'administration. Bon, une chose évidente, c'est la dose. Chaque antigène présente une courbe dose-réponse propre. Il y a une dose optimale de réponse, qui n'est pas toujours d'ailleurs la dose maximale. Il y a une dose optimale de réponse en fonction de chaque antigène. Et ce qu'un pharmacien doit connaître, c'est que la voie d'administration, ça peut affecter la nature et l'efficacité de la réponse. Et le message et la question, c'est que la voie sous-cutanée d'administration, c'est supérieur à la voie intraveineuse ou à la voie orale. C'est-à-dire le même antigène, il va être plus immunogène si vous l'administrez par voie sous-cutanée que si vous l'administrez par voie intraveineuse ou orale. On verra pourquoi. Au niveau de la peau, vous avez plein de cellules présentatrices d'antigènes. Donc c'est bien ça. Et toujours dans la voie d'administration, souvent, vous devez, pour rendre un antigène plus immunogène, le coupler, de façon physique ou pas, à un adjuvant. Les adjuvants, ce sont justement des substances qui augmentent la réponse à un antigène. Et il y a 2 façons d'augmenter la réponse à un antigène. Ce que font ces adjuvants, c'est d'une part, ils prolongent le contact de votre organisme avec l'antigène. C'est ce que fait l'hydroxyde d'alumine, l'alun, qui est le seul adjuvant qui est autorisé à l'usage humain. Et l'adjuvant, ça stimule la production d'un certain nombre de signaux de costimulation. Vous vous souvenez qu'il faut toujours un deuxième signal. La nature de ce deuxième signal, d'ailleurs, peut varier.
mais il faut des signaux de costimulation qui peuvent être produits de façon plus importante avec les adjuvants. Le problème des adjuvants, j'insiste bien, le problème de l'adjuvant, c'est que ça induit par moment des petits effets secondaires. Vous connaissez ça quand vous vous faites vacciner, ce sont des petits effets secondaires du type inflammation ou fièvre tout à fait transitoire, mais c'est plus important de se faire vacciner. Les effets secondaires à côté des risques que vous avez quand vous n'êtes pas vacciné, c'est extrêmement mineur. Alors, c'est réécrit ici. Voie d'administration, adjuvant. Tout ce que je viens de vous dire, c'est réécrit, donc vous pouvez le retrouver. C'est assez rare que j'écrive beaucoup de choses sur les diapositives, mais c'est comme ça. Bien. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près les déterminants antigéniques ou les épitopes. Maintenant, vous êtes très à l'aise sur ce que sont les épitopes. Alors, première chose, vous vous souvenez que sur les épitopes, vous avez des épitopes B ici en rouge, vous avez des épitopes T, que les antigènes, là je viens de le doubler, on l'a déjà fait, possèdent plusieurs déterminants antigéniques, multitude d'épitopes. Certains de ces épitopes sont plus importants sur un même antigène, sont plus importants que d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle l'immunodominance, le fait que sur un même antigène, vous allez plutôt répondre contre un épitope particulier que contre un autre. Ah, c'est bien, je vous avais dit de me dire quand j'allais trop vite. Alors. Vous avez chaud aujourd'hui, hein? Notre doyenne était, je peux vous dire, pas du tout contente du tout de ne pas avoir su que depuis le mois de mars, c'était pas chauffé. Donc elle s'est mise, ce qui est très rare, assez en colère, parce qu'elle n'aime pas que les étudiants ne soient pas dans des conditions correctes pour travailler. Alors, épitope T. Épitope T reconnu par les cellules T. Ces épitopes T, vous voyez ici, vous avez une cellule présentatrice. Elle a déjà fait une chose, puisque vous en êtes, on va revenir. Les épitopes T qui sont là, ça veut dire que l'antigène a déjà été processé, ici, et ces épitopes T, ils sont bien entendu reconnus par la cellule T. Et ce que l'on verra, je répète souvent les messages, mais elle fait le lymphocyte T, tout de suite, ce que je vous dis, c'est que le lymphocyte T, il ne reconnaît pas uniquement l'épitope T, ce qui est très important, et on va revenir là-dessus. Le récepteur ici, qui est à la surface des lymphocytes T, il reconnaît à la fois des acides aminés qui viennent de l'épitope T, c'est-à-dire qui viennent de l'antigène qui a été processé, mais il doit reconnaître aussi des acides aminés qui appartiennent ici à cette molécule verte, qui est une molécule du classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, molécule de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, si vous écrivez ça, c'est assez long, c'est CMH2. Hein? Donc, le premier message, c'est que en fait, cet épitope T, il rentre donc dans un complexe qui est trimoléculaire avec d'une part ici la molécule de classe 2 du CMH et d'autre part ici le récepteur T qui est sur le lymphocyte T. Complexe trimoléculaire, vous le voyez souligné ici. Voilà l'épitope. Si vous avez l'épitope T ici, vous aurez donc le paratope en face. Ça, vous l'avez déjà vu. La molécule de classe 2, ce n'est pas un 2 comme un chiffre arabe. Hein. On le met toujours le 2 de cette façon-là. La molécule de classe 2, le
récepteur à l'antigène des cellules T, c'est ce qu'on appelle aussi le TCR. Voilà, donc complexe trimoléculaire. Alors, là, j'efface l'histoire, je reviens sur la genèse de cette histoire. La genèse de cette histoire, c'est l'antigène qui est processé, qui présente son épitope T. Hein? Épitope T. Vous avez vraiment le processing là. Voilà, donc l'apprêtage, il est nécessaire. Et, tiens, je vais rajouter une question là. La taille et la nature de l'épitope. L'épitope T, alors faites attention à ce que je vous dis là. L'épitope T, sa taille, ça peut aller à peu près entre 8 et 30 acides aminés. Alors attention, parce que ces épitopes T peuvent être présentés comme ici par une molécule de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, et ça présente plutôt des peptides d'assez grande taille. On reviendra dessus. Sur ce schéma-là, vous n'avez pas encore, et vous ne les connaissez pas encore, d'autres molécules qui peuvent présenter des épitopes T, qui sont des molécules de classe 1 cette fois-ci. Il n'y aura pas un 2 comme ici, il y aura un 1. Il y a à la surface de toutes nos cellules nucléées des molécules de classe 1 qui présentent des peptides qui doivent être apprêtés également, qui sont un petit peu plus petits. Mais si on mélange les peptides, les épitopes T présentés soit par les molécules de classe 1, soit par les molécules de classe 2, on est entre 8 et 30 acides aminés. Vous verrez que, et je vais le redire tout de suite, c'est 10 à 30 pour les molécules de classe 2, donc c'est des peptides assez longs, vous verrez pourquoi, alors qu'on est plutôt du côté de 8 à 11 pour les molécules de classe 1. Donc entre 8 à 11 et 10 à 30, on va bien entre 8 à 30. Donc là, vous êtes sur les épitopes T. Taille et nature définie par la cavité de fixation. Ce que l'on verra, c'est qu'ici, votre petite niche à peptides, ici, des molécules de classe 2, elle n'est pas fermée, cette niche, à ses extrémités. Ce qui fait que vous pouvez mettre à l'intérieur de ces niches des peptides assez longs. Alors que pour les molécules de classe 1, elles sont fermées aux extrémités, donc ça fait une toute petite niche. Voilà. Tout y est. Je vous ai dit, je ne vous ai pas encore présenté les molécules de classe 2 et les molécules de classe 1. Vous allez avoir 1 heure au moins de cours au minimum dessus. Les classes 2, celles que vous connaissez déjà, que vous aviez sur la diapositive précédente, elles sont là, avec le sillon dans lequel vient votre peptide qui a été apprêté. La molécule de classe 1, elle est ici. Vous allez les revoir, ces schémas. Bien. Notre schéma, maintenant que vous venez de faire connaissance d'une molécule de classe 1, voilà un autre schéma dans lequel vous voyez cette molécule de classe 1 avec à l'intérieur un petit peptide, donc, dont je viens de vous dire que sa longueur c'est à peu près de 8 à 11, qui est blotti dans la molécule de classe 1. Voilà. Une autre vue, cette fois-ci c'est sur dessus. Hein. Vous voyez par-dessus l'espèce de niche à peptide avec le peptide qui est là à l'intérieur. Épitope B. Maintenant que vous savez tout des épitopes T, épitope B. Alors, cette fois-ci, l'épitope B, c'est l'épitope qui va venir se lier ici sur l'antigène à l'immunoglobuline de surface. Donc cette fois-ci, c'est une interaction qui est donc bimoléculaire. Et l'épitope B, sa nature, en fait, dépend du paratope. C'est-à-dire qu'il faut que cette épitope B, que
puisse se lier à un paratope, c'est-à-dire puisse se lier en fait aux régions variables d'une immunoglobuline de surface. Alors si je résume tout ça, épitope B, ça dépend de la nature du paratope. Une autre chose importante aussi, c'est que on reviendra dessus à un moment donné, je vais bien l'illustrer ça. Un épitope B, ça ne peut se trouver que sous forme soluble, ou un épitope B, je vais l'illustrer un petit peu plus loin, ça ne peut être qu'à la surface d'une cellule, parce que l'anticorps, il n'est pas capable de pénétrer à l'intérieur d'une cellule. Donc ça doit être forcément un épitope, s'il est cellulaire, qui doit être à la surface d'une cellule. Alors ça peut contenir des acides aminés qui sont situés de façon continue ou discontinue. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà les épitopes B. Je vais prendre un exemple. Ça, je vais revenir dessus. J'aime bien cet exemple-là. Bon. Voici des protéines. En fait, ces protéines, vous les connaissez bien parce que ces protéines, ces deux sous-unités, elles forment tout simplement l'HCG qui est l'hormone de grossesse. Je vais me servir de cet exemple-là pour parler des épitopes B parce que ça... Bon. Alors, elle est assez jolie. Elle fait une masse moléculaire qui fait 45 000 au passage, cette hormone de grossesse. Quand vous voulez faire un test de grossesse, au passage, c'est ça que vous cherchez, c'est cette molécule-là. Et si vous regardez, voilà en taille réelle, c'est ça qui est intéressant sur ces diapositives, c'est-à-dire que j'ai mis en taille réelle, en fait, une protéine, 45 000 ici, avec un anticorps qui fait 150 000. Alors j'ai essayé de faire un rapport à peu près de 1 sur 3. Et vous voyez qu'un anticorps, ça doit en fait accéder d'abord à des acides aminés qui sont à la surface de la cellule. Il faut que ces acides aminés soient accessibles. Donc cet anticorps-là, il ne peut reconnaître comme épitope que ces molécules qui sont à la surface ici. D'accord ? Ensuite, quand je vous disais qu'un anticorps ou un épitope B, ça doit être à la surface de la cellule. Alors là, je me suis amusé. Ça, ce sont des vraies cellules. C'est des cellules du trophoblaste. C'est dans le placenta, ces cellules-là. Ce sont celles qui, justement, produisent l'HCG. Voilà la vraie cellule. C'est une seule cellule trophoblastique. D'accord ? Et voilà, ici, en fait, le schéma de la cellule. Et cette fois-ci, et encore, parce que je ne pouvais pas descendre plus bas, l'anticorps, je ne sais même pas s'il n'est pas beaucoup plus petit que ça par rapport à la surface de la cellule. Donc ça illustre bien, pour que vous voyez bien, que les épitopes B, en fait, ça ne peut être que des épitopes qui sont à la surface de la cellule. L'anticorps, il ne rentre pas à l'intérieur. Maintenant, on essaye de faire des petits fragments d'anticorps pour essayer de les faire rentrer à l'intérieur. Mais donc, un épitope B, c'est des épitopes qui sont à la surface des protéines ou qui sont encore plus à la surface de la cellule. D'accord ? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je pourrais encore le réduire, l'anticorps? Parce que je pense que par rapport à une cellule, il doit être encore beaucoup plus petit que ça. On réduira. Alors, c'est les épitopes B dont on parlait beaucoup. J'ai rajouté plein de diapositives et je ne les ai pas notées ici. Multiplié par X. Je vous ai dit une autre chose qui est aussi importante parce que je n'avais pas noté que j'avais rajouté toutes ces diapositives-là. Alors, je vous dis que ces épitopes B, ils reconnaissent des séquences qui peuvent être continues ou discontinues. Les épitopes T tout à l'heure, dont je vous ai parlé, vous vous souvenez qu'ils faisaient entre 8 à 30 acides aminés. C'est tout petit, 8 à 30 acides aminés. Et un épitope
T, c'est toujours fait, un épitope T, c'est toujours fait d'acides aminés qui sont les uns derrière les autres. C'est un épitope qui est continu. Un épitope B, ça peut être fait, et vous allez le voir par exemple sur cette protéine qui est un petit peu complexe, d'accord? Un épitope B, ça peut être constitué soit d'acides aminés qui, sur la séquence de la protéine, ne sont pas en continuité les uns à côté des autres. Si vous suivez, regardez, là, cet épitope B en rouge ici, il est constitué d'acides aminés. Si je suis la protéine, je vais la suivre comme ça. Voilà. Hop. Là, j'ai un acide aminé qui fait partie de l'épitope B. Et puis ensuite, je continue ma protéine. Et beaucoup plus loin, je trouve 144, 145, deux autres acides aminés qui font partie également de mon épitope B. Vous avez des épitopes B typiquement constitués d'acides aminés qui sont éloignés les uns des autres sur la séquence primaire. Au passage, c'est extrêmement difficile d'arriver à déterminer la nature de ces épitopes B discontinus pour arriver à dire quels sont les acides aminés qui rentrent dans la composition de votre épitope. Donc, ces acides aminés qui sont éloignés, ils sont bien entendu rapprochés par la conformation de votre protéine et votre anticorps, il va venir se mettre ici. À côté de ça, vous avez des épitopes B qui sont non pas discontinus, mais qui sont continus. Regardez celui-là en vert. Celui-là en vert, vous avez 19, 20 ou 19, 20, 21, 22, peu importe. Ils sont bien les uns à la suite des autres sur la séquence de votre protéine. Donc, épitope B linéaire séquentiel, 5 à 10 acides aminés à peu près. Encore une fois, pour les épitopes T, ils étaient tous comme ça, continus. Vous n'avez pas d'épitope T discontinu, tout simplement parce que votre protéine, elle a d'abord été découpée. Donc elle est découpée, vous ne présentez que des petits bouts qui sont continus à la surface des T. Alors si je reviens sur l'ACG, en fait sur l'ACG, vous avez ici une petite extrémité qui flotte un petit peu, qui fait 35 acides aminés à peu près. Là voilà la petite extrémité. Et voilà ici des anticorps qui ont été fabriqués dans mon laboratoire, qui sont justement contre ces parties. Et ça reconnaît, ces anticorps-là, ça reconnaît en fait des épitopes continus, des épitopes B continus. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, et ça c'est mis à peu près à la taille, ce qu'on n'a jamais compris, toujours aujourd'hui, ils ont été produits, ces anticorps, il y a 10 ans ou 15 ans, je ne me souviens plus. On n'a jamais compris comment, en fait, deux anticorps, vous les voyez là, c'est à peu près les vraies tailles, tout ça, hein, comment deux anticorps arrivent très très bien à se mettre en même temps sur un peptide qui est aussi petit. Ça marche très très bien, ça. C'est pour vous illustrer donc des épitopes continus, et puis là vous avez un autre anticorps dirigé cette fois-ci contre des épitopes qui sont ici, qui sont discontinus. Donc ça vous les illustre bien, épitopes continus et discontinus. Bien. Si je résume ces antigènes, on voit qu'entre les épitopes B et les épitopes T, ce n'est pas la même chose. Cellule B, vous faites un complexe binaire. Cellule T, vous faites un complexe qui est ternaire. Binaire, là, c'est uniquement entre ça et ça. Ternaire, on l'a vu ici. 1, 2, 3. Ici, vous fixez un antigène qui peut être un antigène soluble. Ça peut être un antigène de surface cellulaire, mais vous pouvez fixer un antigène soluble. Ici, l'antigène, il n'est pas soluble. C'est toujours, à chaque fois, un petit peptide qui est blotti dans sa niche. Ce n'est pas la même chose.
Ici, l'application du CMH, ce n'est pas directement nécessaire, mais ce sera nécessaire indirectement. Là, de toute façon, bien entendu, c'est lui qui participe, c'est le CMH qui présente cet épitope T. Propriété des épitopes, accessible, hydrophile. Ici, un épitope T, ça peut être un épitope qui était complètement blotti à l'intérieur de la protéine. Mais comme la protéine, elle est processée par les cellules présentatrices d'antigènes, ça dévoile un certain nombre de séquences qui étaient blotties en interne. Ici, on a vu que la séquence, elle devait être accessible. Donc, pas du tout la même chose. Ici, c'est constitué d'acides aminés qui sont consécutifs, continus ou non, discontinus. Ici, c'est toujours des peptides linéaires. Bien. Ça va? C'est facile, hein, tout ça, non? Si c'est difficile, vous me le dites. Hein? Réaction antigène-anticorps. Alors, réaction antigène-anticorps, c'est une association qui est bimoléculaire et qui en fait est semblable à une interaction par exemple entre enzyme et substrat, mais il y a une distinction importante entre l'interaction antigène-anticorps et par exemple enzyme-substrat, c'est que l'interaction antigène-anticorps ne conduit pas à une modification chimique irréversible, ni de l'anticorps, ni de l'antigène. Donc, antigène-anticorps, ils peuvent s'associer et se désassocier. Tout simplement parce que cette interaction, ce sont des interactions non covalentes entre les déterminants antigéniques, entre l'épitope de l'antigène et les domaines variables de la molécule d'anticorps. Alors, c'est une réaction qui est réversible, mais qui est extrêmement spécifique. Le fait que ça soit extrêmement spécifique, ça veut dire que les anticorps vont être des outils extrêmement puissants pour reconnaître et pour doser, pour vous, biologistes ou futurs biologistes, pour doser à peu près toutes les molécules possibles. Donc, voilà une autre photo entre la liaison antigène-anticorps. Ça se passe bien ici, mais ça, vous le savez maintenant absolument par cœur. Vous jonglez avec tout ça. Voilà, ici, simplement un petit rappel pour dire que ça se passe du côté des régions variables et bien entendu avec en particulier les boucles CDR. Ici, un petit exemple, ça c'est pour moi, c'est tous les tests qui sont sortis de mon laboratoire en fabriquant des anticorps. Donc ils sont utilisés depuis 20 ans dans les différents laboratoires. Donc ça, c'est un petit exemple. Je me fais plaisir au passage. Alors, c'était aussi pour vous rappeler surtout que les anticorps, dont on va beaucoup parler en thérapeutique, c'est des outils que vous utilisez énormément sur le plan diagnostique. Alors, force des interactions antigène-anticorps, on a vu que ça doit être des liaisons qui doivent être réversibles. Ce sont des forces non covalentes et vous avez ici, alors là, je ne sais pas si je vous la laisse un petit moment ou si vous savez ça par cœur. Est-ce que vous vous souvenez absolument de ce qu'étaient des forces de Van der Waals, des forces hydrophobiques, les liaisons hydrogènes, les forces électrostatiques? Théoriquement, vous devez savoir tout ça, mais pour le cas où vous l'auriez oublié, vous pouvez le retrouver donc, encore une fois, sur
l'intranet. Ça, c'était pour vous rappeler les différentes forces non covalentes qui sont responsables tout simplement de la liaison et de l'interaction antigène-anticorps. Vous êtes les rois des forces de Van der Waals ou les reines. Bien. Force électrostatique, attraction entre des charges opposées, liaison hydrogène, hydrogène partagé entre des atomes électronégatifs, force de Van der Waals, fluctuation dans les nuages d'électrons, c'est joli ça, dans des nuages d'électrons autour de molécules, ce qui polarise de façon opposée les atomes voisins. Vous allez réfléchir là-dessus. C'est plus compliqué que l'immunologie. Les forces hydrophobiques. Ce sont des groupes hydrophobiques qui interagissent de façon défavorable avec l'eau et tendent à se compacter ensemble pour exclure les molécules d'eau. Bien, on sait tout. Autre chose que vous connaissez déjà, c'est l'affinité de l'anticorps. Je vous redonne la définition de l'affinité que je vous avais déjà donnée une première fois. C'est la force des interactions totales non covalentes, puisqu'on a vu que c'était non covalent, entre un seul site de fixation de l'antigène sur un anticorps, un seul site de fixation de l'antigène sur un anticorps et un seul épitope. Donc ça, c'est l'affinité de l'anticorps pour l'épitope. L'affinité, ça vous définit la force donc d'une interaction entre un seul site antigénique et un seul site de fixation de l'anticorps. Alors vous pouvez définir une constante d'association et une constante d'affinité que vous avez ici avec la formule pour définir une constante d'affinité de l'anticorps ou de l'antigène pour l'anticorps. Et vous pouvez définir cette constante d'association en mesurant finalement, lorsque vous mettez ensemble en contact antigène et anticorps, la concentration de complexe antigène-anticorps et le rapport de cette concentration du complexe antigène-anticorps sur la concentration de l'antigène qui est restée libre et la concentration de l'anticorps qui est restée libre. Alors, il y a question sur le fait de savoir ce qu'est un anticorps de faible affinité. Ça s'exprime à l'affinité en litres par mol. Et en fait, parce que de temps en temps, vous allez trouver ça, un anticorps de faible affinité, c'est à peu près entre 10 puissance 4 à 10 puissance 5. Et de forte affinité, c'est 10 puissance 9 à 10 puissance 11. Lorsque vous voulez utiliser vos anticorps pour faire des dosages, il faut que vous obteniez des anticorps de forte affinité. Alors le truc que l'on a dans mon laboratoire pour avoir en fait des anticorps qui sont utilisés pendant 20 ans, et puis ça continue, c'est que pour fabriquer un anticorps que l'on veut toujours, nous, de forte affinité, on va mettre entre 1 et 3 ans. Donc il faut une certaine patience, notamment pour avoir des anticorps de très très forte affinité. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça nous a servi. Donc ça, c'est pour l'affinité. L'avidité. L'avidité de l'anticorps, c'est la force, cette fois-ci, d'interactions multiples entre un anticorps multivalent et un antigène. Donc cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, c'est la force des interactions multiples entre un anticorps multivalent et un antigène. Alors vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ça parce qu'on disait par exemple que les IgM, ça avait une faible affinité, chaque bras de l'IgM a une faible affinité pour l'antigène, mais l'IgM elle-même a une forte avidité. Alors,
ici un petit tableau sur les forces qui sont mises en jeu, affinité et avidité. Vous voyez ici, vous avez un fragment FAB ici. La valence, il y a un seul site de liaison à l'antigène, 1. Valence de l'antigène, il y en a un seul qui puisse se mettre. Ici, vous voyez une constante à l'équilibre qui est relativement faible. Là, on parle bien d'affinité, un seul. Ici, vous avez une IgG qui n'a lié en fait qu'à un antigène. Ici, valence 1, valence de l'antigène 1, constante à l'équilibre 1, on parle toujours d'affinité. Là, vous avez une IgG qui a lié le même antigène forcément, qui est à la surface par exemple d'une cellule. La valence de l'anticorps, c'est 2. La valence de l'antigène, il peut vous présenter, cet antigène, il en présente ici 4. Donc ça peut être la valence de l'antigène, il peut y avoir sur le même antigène, il peut y avoir 4, 10, 1000 sites antigéniques. Donc c'est N. La constante à l'équilibre, là déjà, c'est à peu près 10 puissance 7. Ce qui veut dire que le fait que vous ayez attrapé ici votre antigène avec simplement un site anticorps ou 2, vous avez déjà multiplié par 1000 en fait la force de liaison de l'anticorps pour l'antigène. Et là, on parle d'avidité puisque c'est un anticorps qui est multivalent. Il est attrapé par ses 2 bras. IgM. La valence de l'anticorps, on peut aller jusqu'à 10, bien entendu. La valence de l'antigène, il peut en présenter 1000 antigènes sur l'antigène, d'accord, 1000 sites antigéniques. La constante à l'équilibre, ici, on est passé à 10 puissance 11. C'est-à-dire par rapport à tout à l'heure, cette fois-ci, on a multiplié par 10 millions de fois. 10 millions de fois. Et on parle bien entendu d'avidité.